Des orphelins trouvent un homme étrange, blessé et évanoui au bord de la rivière, et courent chercher de l'aide. À son réveil, ce qu'il révèle émeut les enfants aux larmes. Niché entre les collines verdoyantes de l'Auvergne, là où les forêts semblent éternelles et les chemins de terre serpentent entre les champs de tournesol et de lavande, une vieille bâtisse de pierre repose en silence. Jadis ferme familiale, puis abandonnée pendant des décennies, elle fut transformée en orphelinat par une femme au cœur robuste nommée Geneviève. Avec ses volets bleu pâle, son toit d'ardoise et ses jardins sauvages envahis de coquelicots et de menthes, le lieu portait les marques du temps, mais rayonnait d'une forme discrète de paix. Ce havre s'appelait simplement la Maison des Sources, en hommage au ruisseau qui jaillissait à quelques pas, alimentant un petit lac caché et le cours sinueux de l'Allier, le fleuve au bord duquel les enfants passaient une partie de leur journée. Geneviève, une femme dans la cinquantaine au regard franc et au pas décidé, veillait sur 9 enfants d'âge différents. Elle n'avait pas eu d'enfants elle-même, mais chacun de ceux qu'elle accueillait était devenu, à sa manière, le sien. Elle ne parlait jamais de ses regrets, seulement du présent et de ce qu'il fallait faire pour assurer un repas chaud, une éducation digne et, autant que possible, un peu de bonheur. Le silence des collines n'était jamais complet, ponctué par les rires des enfants, le vent dans les arbres et parfois le meuglement lointain d'une vache solitaire. Parmi ces enfants, Léo, âgé de 12 ans, se distinguait par son tempérament impétueux et sa curiosité insatiable. Les adultes disèrent de lui qu'il avait le feu dans les jambes et les yeux dans les nuages. Il aimait grimper aux arbres les plus hauts, inventer des pièges farfelus pour attraper des créatures imaginaires et poser des centaines de questions auxquelles personne ne pouvait toujours répondre. À ses côtés, souvent en retrait mais toujours attentive, se trouvait Margot, 10 ans, rêveuse silencieuse aux grands yeux sombres. Elle collectionnait des cailloux en forme de cœur, écrivait des poèmes dans des carnets froissés et croyait fermement que les arbres avaient une mémoire. En ce début d'après-midi de juin, alors que le soleil projetait des ombres paresseuses sur les chemins de terre, Léo et Margot décidèrent de s'aventurer plus loin que d'habitude. Geneviève leur avait permis une promenade autour du domaine, à condition qu'ils ne s'éloignent pas du sentier balisé. Mais Léo, comme souvent, s'impatienta devant les limites imposées et convainquit Margot de le suivre le long d'un petit bras du fleuve Allier. Ils longèrent la rive, sautant de pierre en pierre, se lançant des éclaboussures, lorsque Léo s'arrêta net, figé par une silhouette indistincte entre les saules pleureurs. Ce qu'ils virent alors figea l'instant. Étendu à moitié sur la terre battue, à moitié dans l'eau, un homme gisait là, immobile, le visage à demi dissimulé par ses cheveux en désordre. Ses vêtements étaient déchirés et maculés de boue. De larges hématomes coloraient ses bras, et une entaille sur son front laissait encore perler un mince filet de sang séché. Son souffle, à peine perceptible, faisait à peine frémir les feuilles mortes près de son visage. Margot porta instinctivement une main à sa bouche. Léo, malgré son audace habituelle, recula d'un pas. Le silence autour d'eux sembla se densifier, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Puis, sans mot dire, ils échangèrent un regard. Léo retrouva ses esprits le premier et attrapa la main de Margot. Ils coururent. Le chemin du retour leur parut interminable. Le souffle court, les jambes engourdies par la peur et l'effort, ils atteignirent enfin le portail en fer forgé de l'orphelinat. Ils crièrent le nom de Geneviève avant même d'arriver à la porte. La directrice, alertée par leur agitation, descendit les marches 4 à 4. En voyant l'expression sur leur visage, elle comprit que ce n'était pas un jeu. Essoufflés, les enfants bégayèrent un récit confus, mais le mot « homme » et « sang » revenait trop souvent pour être ignoré. Sans perdre une seconde, Geneviève appela les 2 adolescents les plus âgés de la maison, Baptiste et Anaïs, et leur ordonna de prendre des couvertures et de la corde. Ensemble, ils descendirent vers le fleuve. Les enfants restés sur place se collèrent aux fenêtres, les yeux écarquillés. L'atmosphère dans la maison avait changé, un mélange de peur, d'excitation et d'un sentiment que quelque chose d'important venait de se produire. Arrivée sur les lieux, Geneviève s'agenouilla près du corps. Elle approcha prudemment sa main du cou de l'homme. Un souffle, léger mais présent. Elle ordonna à Baptiste de courir jusqu'à la maison du docteur Morel, dans le village voisin. Anaïs étendit la couverture sur le sol, et ensemble, ils parvinrent à déplacer l'homme dans une position plus sûre. Margot, restée silencieuse, observait tout avec des yeux grands comme des soucoupes. Léo, quant à lui,
ne quittait pas l'homme du regard. Il avait vu la douleur, la fragilité et une étrange forme de beauté dans ce visage abîmé par la violence. Le soleil commençait à descendre à l'horizon quand le docteur arriva. Il inspecta les blessures, prit le pouls, demanda de l'eau, des compresses et un lieu calme où l'homme pourrait être installé. Geneviève proposa l'ancienne chambre d'amis au rez-de-chaussée, rarement utilisée. Le transfert fut délicat, mais l'homme ne se réveilla pas. Il murmurait parfois des mots incompréhensibles dans son sommeil, comme des fragments d'un rêve trop lourd. Lorsque la nuit tomba sur la maison des sources, un silence solennel enveloppa le domaine. Les enfants, après 1000 questions sans réponse, furent envoyés se coucher. Léo et Margot restèrent les derniers à monter, tournant encore la tête vers la porte de la chambre où dormait l'étranger. Quelque chose avait changé ce jour-là. Ce n'était pas qu'un simple événement. C'était le début d'un mystère, d'une faille dans le quotidien, d'un souffle venu d'ailleurs. Et dans le cœur de Margot, une intuition s'ancra doucement. Cet homme allait bouleverser leur monde, mais elle ignorait encore à quel point. Le matin suivant, l'orphelinat s'éveilla sous une lumière trouble, comme si le ciel lui-même hésitait à embrasser le jour. Les enfants, habituellement bruyants dès les premières lueurs, chuchotaient à travers les couloirs. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Un homme inconnu, blessé, reposait dans la maison. Le mystère flottait entre les murs comme une brume silencieuse, éveillant la curiosité, la peur et l'excitation mêlées. Geneviève, les traits tirés par la nuit agitée, avait veillé dans le fauteuil près du lit où l'homme dormait toujours, inconscient. Son souffle restait faible mais régulier, et parfois, il fronçait les sourcils, comme s'il luttait contre un cauchemar invisible. Le docteur Morel, après avoir passé une bonne partie de la nuit à stabiliser ses blessures, était reparti peu avant l'aube, promettant de revenir avec des médicaments supplémentaires et de quoi nettoyer plus en profondeur les plaies. Mais ce fut dans les heures qui suivirent l'aube que l'urgence se fit sentir. Vers 8 heures, le souffle de l'homme sembla ralentir de manière inquiétante. Sa poitrine se soulevait à peine, et sa peau prit une teinte grisâtre qui fit monter la panique. Geneviève appela aussitôt Baptiste, qui, sans poser de questions, enfourcha son vélo et fonça à toute vitesse vers le village, laissant derrière lui une traînée de poussière. Pendant ce temps, Léo et Margot, qui n'avaient presque pas dormi, observaient depuis l'escalier la pièce où l'homme reposait. Ils n'osaient pas entrer, mais leur regard restait rivé à la porte entr'ouverte. Margot, toujours sensible au non-dit, avait les mains jointes sur son cœur comme pour calmer une angoisse sourde. Léo, lui, se retenait d'exploser d'interrogations. Geneviève, en voyant l'état du blessé empirer, prit une décision radicale. Elle confia temporairement la direction de la maison à Anaïs, la plus responsable des adolescentes, lui recommandant de surveiller les plus jeunes, de préparer le déjeuner comme d'habitude et de ne pas permettre aux enfants de s'approcher de la chambre. Elle rassembla ensuite une équipe improvisée composée de Léo, Margot, Baptiste dès son retour et un autre garçon du nom de Thomas, grand et discret, qui n'aimait pas parler mais obéissait toujours avec efficacité. Ils préparèrent une civière rudimentaire avec des draps noués et 2 manches à balai, renforcées par une vieille planche du hangar. Une fois prête, ils transportèrent l'homme avec 1000 précautions jusqu'à la charrette de Geneviève, tirée par un vieil âne robuste nommé Marcel. Le trajet jusqu'au village voisin Saint-André-sur-Allier prendrait au moins 1 heure par les chemins de terre. Le groupe s'élança, le cœur battant, en suivant la piste bordée de haies et de champs de maïs. Le soleil s'élevait lentement dans le ciel, mais aucune des ombres projetées par les arbres ne parvenait à apaiser leur tension. L'homme gémissait parfois, murmurait des syllabes indistinctes, tandis que les roues grinçaient sous le poids du chariot. À leur arrivée au cabinet du docteur Morel, une bâtisse blanche au volet vert pâle, le médecin les accueillit avec une gravité renforcée par la fatigue. Il ordonna aussitôt qu'on installe le blessé sur une table d'examen, puis s'enferma dans la salle avec ses instruments. Les enfants interdits restèrent dans la salle d'attente, jetant des regards inquiets vers la porte close. Geneviève n'avait jamais vu autant de tension sur le visage de Léo, dont les poings étaient crispés sur ses genoux. 1 heure passa puis une autre. Finalement, le docteur sortit, essuyant ses mains sur une serviette blanche. Il fit signe à Geneviève de s'approcher. Les enfants se levèrent comme un seul homme, les yeux rivés à ses lèvres. Sa voix était basse mais ferme. L'homme était stable, mais son état restait critique. Il souffrait d'une commotion cérébrale, de plusieurs côtes fêlées et de blessures anciennes qui laissaient entendre une vie rude et peut-être des violences passées.
Le médecin accepta de le garder sous observation pendant quelques jours, mais il insista pour que Geneviève reste auprès de lui, car l'homme pourrait se réveiller désorienté et potentiellement agressif. Geneviève accepta sans hésitation. Elle connaissait le poids des solitudes extrêmes, et ce visage meurtri portait quelque chose de familier, de profondément humain. Elle confia aux enfants la mission de rentrer seule avec Marcel et la charrette, en suivant le sentier balisé. Avant de partir, Margot s'approcha de l'homme allongé sur le lit d'appoint, posa doucement sa main sur la sienne et murmura quelque chose que même Léo ne parvint pas à entendre. Le retour vers l'orphelinat fut silencieux. Les enfants, habituellement enclins au bavardage et aux chants improvisés, gardèrent leurs pensées pour eux. Une atmosphère étrange s'était installée, faite de préoccupations neuves et de responsabilités précoces. Léo marchait en tête, le regard tendu vers l'horizon. Margot fermait la marche, le cœur lourd, comme si elle avait entrevu une vérité qu'elle ne pouvait encore nommer. Lorsqu'ils franchirent de nouveau le portail de la Maison des Sources, les plus jeunes se précipitèrent vers eux avec 1000 questions. Anaïs les contint tant bien que mal, expliquant que Geneviève resterait au village pour veiller sur le blessé. Ce fut Baptiste qui raconta avec des gestes amples et des mots prudents ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, et surtout ce qu'ils espéraient, que l'homme survive et qu'un jour, il raconte son histoire. Le soir venu, les enfants se réunirent dans la grande salle commune. Une chandelle brûlait au centre de la table. Léo sortit un carnet et un crayon. Il voulait noter tout ce qui s'était passé. Pas pour les adultes, ni même pour lui. Il disait que les histoires avaient besoin d'être gardées, surtout celles qu'on ne comprend pas encore. Margot, à ses côtés, ajouta quelques phrases, plus poétiques, plus douces. Une page après l'autre, ils commencèrent à écrire l'étrange aventure qui venait de bouleverser leur monde tranquille. Et pendant ce temps, à Saint-André, dans une pièce silencieuse baignée d'ombre, le souffle du blessé reprenait peu à peu une cadence régulière. Son corps luttait encore, mais quelque chose en lui semblait s'accrocher à la vie. Une étincelle peut-être, ou une promesse qu'il ne pouvait oublier. La nuit s'installa sur les collines, mais sous les étoiles, une histoire venait de commencer, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le 3e jour depuis la découverte de l'homme au bord de l'Allier s'annonçait avec un ciel laiteux, traversé de nuages filants, comme si l'air lui-même portait un secret. Geneviève, qui n'avait quitté le chevet du blessé que pour quelques heures de sommeil volé sur une chaise raide, restait vigilante à ses moindres mouvements. À Saint-André, le docteur Morel passait matin et soir, notant les améliorations lentes mais certaines. La fièvre avait baissé, les couleurs revenaient peu à peu au visage, et les muscles du visage, autrefois crispés, semblaient relâchés par moments, comme si la douleur cédait lentement. Mais ce fut Léo, incapable de rester longtemps à l'écart du mystère, qui demanda à Geneviève la permission de lui apporter quelques affaires de l'orphelinat. Une couverture propre, un carnet au cas où il se réveillerait, et surtout, sa casquette, abandonnée le jour du sauvetage, près des saules. Geneviève, fatiguée mais consciente de la persistance de Léo, finit par céder. Il partit donc avec Margot, toujours silencieuse, mais pleine d'une détermination douce. Sur le chemin, ils parlèrent peu, chacun perdu dans ses pensées. Léo, malgré sa méfiance naturelle, sentait croître en lui une inquiétude sincère pour cet inconnu. Margot, elle, disait ressentir une sorte de lien, comme si elle avait déjà vu ce visage quelque part, sans pouvoir dire quand ni comment. En revenant sur les lieux, les enfants retrouvèrent à la rive où tout avait commencé. La terre gardait encore l'empreinte de leurs pas, et quelques traces du passage de la civière improvisée étaient visibles. Margot se pencha pour ramasser une pierre plate, pendant que Léo cherchait sa casquette parmi les hautes herbes. C'est alors qu'il aperçut un morceau de papier froissé, coincé entre 2 racines humides. Il le ramassa, curieux, pensant d'abord à un déchet. Mais le papier était particulier, épais, jauni par l'eau, et l'écriture, bien que tremblante, était clairement lisible sur quelques lignes. Léo plissa les yeux pour lire. Le message, écrit à l'encre noire, avait été partiellement effacé par l'eau, mais une phrase restait intacte. « Je dois les retrouver ». Il resta un instant figé, comme frappé par un éclair. Margot s'approcha aussitôt. Ils se regardèrent, puis elle prit délicatement le papier des mains de Léo. Elle lut à voix basse, les mots tremblant sur ses lèvres. Aucun nom, aucune autre indication, juste cette phrase, suspendue dans l'ombre de son auteur, comme une prière ou un cri. De retour au village,
Ils montrèrent le billet à Geneviève. Celle-ci, d'abord sceptique, changea d'attitude en lisant les mots. Elle reconnut l'écriture hésitante d'un homme affaibli. Ce billet, sans aucun doute, appartenait à l'inconnu. Mais qui voulait-il retrouver? Étaient-ce ses enfants, des amis, des complices? Ou bien était-ce le fruit d'un délire? Les questions se multipliaient, mais aucune réponse n'apparaissait. La rumeur du billet se répandit vite dans l'orphelinat. Les plus jeunes inventèrent des histoires rocambolesques. Il était un espion poursuivi, un marin perdu, un prince déchu. Baptiste proposa qu'il s'agisse d'un résistant oublié, revenu d'un passé lointain. Anaïs, plus terre à terre, murmura qu'il avait peut-être perdu sa famille. Mais c'était Margot qui, la première, prononça l'idée qui allait germer dans tous les esprits. Et si c'était un père? Le mot résonna comme une cloche lointaine. Dans ce lieu où la majorité des enfants avaient grandi sans connaître le visage de leurs parents, cette idée frappa quelque chose de profond. Et si cet homme, avec son billet mouillé et son regard vide, portait en lui le miroir de leurs propres absences? Margot n'insista pas, mais son regard brillait d'un éclat nouveau. Geneviève, de son côté, restait prudente. Elle connaissait les blessures que les faux espoirs pouvaient laisser. L'orphelinat avait déjà connu son lot de visites mensongères, de promesses jamais tenues, de papiers oubliés et de retrouvailles douloureuses. Pourtant, ce billet, si simple, si nu, éveillait en elle une curiosité qu'elle peinait à réprimer. Le soir, dans la chambre de l'inconnu, Geneviève s'assit près du lit. Le billet dans la main, elle l'observa longuement avant de le déposer sur la table de chevet. Elle murmura à voix basse « Qui dois-tu retrouver ?» L'homme ne bougea pas, mais un soupir s'échappa de ses lèvres, si léger qu'elle pensa l'avoir imaginé. Pendant ce temps, Léo, dans son lit, relisait mentalement chaque mot du billet. Il se rappelait le moment exact où il l'avait trouvé, l'humidité, le froid du papier, la façon dont les mots semblaient vibrer. Il n'était pas du genre à croire aux signes, mais ce message, retrouvé précisément par lui donnait le sentiment étrange d'être lié à quelque chose de plus grand. Dans la chambre voisine, Margot ne dormait pas non plus. Elle avait glissé le dessin d'un arbre dans son carnet, avec en bas une phrase inspirée du billet « Les racines qu'on cherche finissent toujours par nous retrouver ». Elle ne savait pas d'où venait cette certitude, mais elle s'y accrochait. La nuit tomba doucement sur l'orphelinat, enveloppant la maison de son voile feutré. Au loin, l'Allier poursuivait son cours tranquille, ignorant les mystères qu'il avait déposés sur ses rives. Et dans une pièce silencieuse, un homme luttait toujours entre le sommeil et le réveil, avec pour seul repère un billet froissé où battaient encore les échos d'un amour perdu. Depuis la découverte du billet trempé, la maison semblait s'être figée dans une tension sourde. Les enfants, même les plus bruyants, avaient ralenti leurs élans. Un silence habité s'était installé dans les couloirs, dans les repas pris à voix basse, dans les jeux devenus rares dans le jardin. L'homme, toujours inconscient, dormait dans la chambre du fond du cabinet médical, ses traits toujours tirés par la douleur, bien que son corps montrait des signes de reprise. Il respirait plus régulièrement, bougeait parfois les doigts ou les paupières, comme si son esprit tentait de franchir un seuil invisible. Geneviève, assise chaque jour à ses côtés, observait ses mouvements infimes avec une attention mêlée d'espoir et d'inquiétude. Elle notait tout scrupuleusement dans un carnet, les heures de respiration, les murmures dans le sommeil, les gestes involontaires. Elle n'était pas médecin, mais elle croyait aux signes, à ces langages du corps qui trahissent ce que la conscience n'ose pas encore dire. À l'orphelinat, les enfants ressentaient le vide de son absence. Anaïs tentait de maintenir l'ordre avec rigueur, mais il lui manquait l'autorité naturelle de Geneviève. Léo passait de longs moments assis sur le muret du jardin, les yeux fixés sur la colline. Il était obsédé par la phrase du billet. « Je dois les retrouver ». Ces mots ne le quittaient plus. Il les avait écrits dans son carnet, tracés sur un galet, murmurés à Margot dans les moments de silence. Et pourtant, un doute l'envahissait. Il n'arrivait pas à se départir d'un malaise. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi cet homme était-il seul? Pourquoi personne ne le cherchait? Pourquoi portait-il des vêtements si abîmés, des blessures si profondes? Et cette phrase, elle pouvait tout aussi bien être une invention, une tentative de manipuler, un mensonge bien ficelé. Léo, qui avait vu défiler tant d'adultes peu fiables dans sa courte vie, n'arrivait pas à faire confiance aveuglément. Un après-midi, alors que les plus jeunes faisaient la sieste, Léo entra dans la salle commune où se trouvait Anaïs. Il s'assit sans un mot, le regard sombre. Après quelques instants, il dit simplement «
Et s'il mentait? Anaïs leva les yeux de son livre. Elle n'avait pas besoin de demander de qui il parlait. Elle répondit calmement « Tu crois qu'un homme se mettrait dans cet état juste pour mentir ?» Léo haussa les épaules, agacé. « Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il fuit quelque chose. Peut-être qu'il veut se cacher ici. Et nous, on l'aide, comme des idiots. » Margot, qui passait dans le couloir, entendit la conversation. Elle s'arrêta net, puis entra à son tour. Son visage exprimait une douce fermeté. Ce n'est pas un menteur, il ne peut pas l'être. Pas avec ce regard. Anaïs sourit doucement. Tu ne peux pas savoir ça, Margot. Mais Margot secoua la tête. Si, je le sais. Geneviève, de retour ce soir-là pour quelques heures, sentit immédiatement la tension. Lors du dîner, les discussions furent brèves. Les enfants parlaient peu. Les plus jeunes sentaient que quelque chose se tramait. Après avoir couché les petits, Geneviève prit Léo à part dans le jardin. Elle s'assit sur le vieux banc de pierre et lui fit signe de s'asseoir à côté. « Tu veux me parler, je crois ?» Léo baissa les yeux. Il tripotait nerveusement un morceau de bois. « Je crois qu'il ment. Je crois qu'il cache quelque chose. » Geneviève resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Tu as le droit de douter, Léo. Tu as vu des choses dans ta vie que personne de ton âge ne devrait voir. Mais parfois, on doute non pas parce qu'on perçoit un mensonge, mais parce qu'on a peur de croire. » Léo resta figé. Geneviève poursuivit « Cet homme a été retrouvé à moitié mort. Il n'a pas encore ouvert les yeux. Il n'a fait de mal à personne ici, mais il porte en lui une douleur que tu ressens, même sans la comprendre. Toi, tu as ce don-là, Léo. Tu sens ce que les autres veulent cacher, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. » Le garçon resta un moment sans parler. Puis, très doucement, il murmura « Et s'il avait abandonné ses enfants? Et s'il voulait juste se racheter ?» Geneviève hocha lentement la tête. « Peut-être. Peut-être qu'il cherche à réparer. Est-ce que ça fait de lui un monstre ?» Cette nuit-là, Léo ne dormit pas. Il resta près de la fenêtre, regardant la colline qui menait au fleuve. Il pensait à son propre père, dont il n'avait que des souvenirs flous. Une voix grave, une main rude, puis rien, disparu, effacé. Il se demanda ce qu'il ferait si cet homme dans la chambre disait un jour « Je suis ton père ». Il ne savait pas s'il pleurerait, crierait ou rirait, peut-être tout à la fois. Le lendemain matin, alors que Geneviève s'apprêtait à retourner au village, elle trouva un dessin posé sur la table de la cuisine. Il montrait une silhouette solitaire au bord de l'eau, avec deux enfants qui l'observaient depuis un arbre. En bas, écrit en lettres maladroites, on pouvait lire « Même les étrangers portent des histoires ». Elle sut que Margot en était l'auteur. À Saint-André, pendant ce temps, le docteur Morel notait une amélioration importante. L'homme avait bougé plus franchement. Ses paupières avaient frémi plusieurs fois. Geneviève s'installa à nouveau près de lui, le billet froissé toujours dans son sac. Elle observait ce visage marqué et se surprit à se demander quel genre de père il avait été. Était-ce un homme bon tombé en disgrâce ou un être fuyant ses fautes? Peu importe, se dit-elle. Ce qui comptait, c'était ce qu'il choisirait d'être à son réveil. Et dans la chambre, dans le silence à peine troublé par le chant d'un merle à la fenêtre, l'homme ouvrit lentement les yeux, sans que personne ne le voie encore. Ses pupilles cherchèrent la lumière. Une première respiration plus profonde souleva sa poitrine, et un murmure, à peine audible, franchit ses lèvres fendillées. « Où suis-je » Le moment où il ouvrit enfin les yeux marqua un tournant que personne n'avait réellement anticipé. Le soleil filtrait à travers les volets entr'ouverts, dessinant sur le sol des lignes de lumière chaude qui ondulaient avec le vent. Dans la chambre, tout semblait figé, suspendu à ce frémissement de paupières, à ce souffle plus profond que les précédents. Geneviève, assise près de la fenêtre, la tête appuyée sur sa main, leva les yeux au même instant. Elle ne parla pas tout de suite. L'homme clignait lentement, le regard perdu, ses pupilles se rétrécissant sous la lumière. Il fronça les sourcils, tenta de bouger mais grimaça de douleur, son corps encore endolori par les blessures. Geneviève s'approcha doucement. Elle posa sa main sur la sienne, un geste léger, presque invisible. Il tourna la tête vers elle avec lenteur. Son regard, d'abord flou, sembla s'accrocher à ses traits, à la voix douce qui prononça son prénom pour la première fois. « Vous êtes en sécurité. Vous avez été retrouvé près du fleuve. Vous êtes ici, à Saint-André. » Il ne répondit pas tout de suite, son esprit luttant encore pour ordonner ses pensées. Mais un mot finit par franchir ses lèvres sèches, presque en un souffle.
Où suis-je? Geneviève lui tendit un verre d'eau. Il but avec difficulté, mais sans détourner les yeux. Elle vit dans ce regard revenu au monde quelque chose d'étrangement pur. Une douleur profonde, oui, mais aussi une sorte de soulagement muet, comme si l'effort de revenir à la conscience avait été immense. Il tenta de se redresser, mais Geneviève posa une main ferme sur son épaule. « Non, pas encore. Reposez-vous. » Il obéit, le front perlé de sueur. Il prononça ensuite un nom presque imperceptible. « Camille. » Geneviève se figea. Ce nom flottait dans la pièce comme un souvenir oublié. Elle ne dit rien, mais nota ce murmure dans son carnet. Au même moment, à l'orphelinat, Margot se réveillait d'un rêve étrange où elle entendait une voix lointaine prononcer son prénom, suivi d'un mot qu'elle ne comprenait pas. Elle resta allongée, les yeux fixés au plafond, le cœur battant, comme si un fil invisible la reliait à quelque chose d'inconnu mais d'essentiel. En bas, Léo, déjà levé, lisait à voix haute l'histoire qu'ils écrivaient sur le mystérieux inconnu. Il s'arrêtait souvent pour raturer, réécrire, réfléchir à haute voix. Il sentait que tout allait changer. Quand Geneviève revint au village l'après-midi même, elle emmena avec elle Margot. Elle avait remarqué que la présence calme de la fillette semblait apaiser tout le monde. Margot entra dans la pièce sans bruit. L'homme, les yeux ouverts, tourna la tête lentement vers elle. Il resta figé. Margot aussi. Il y eut un instant de silence si dense qu'on aurait pu entendre un flocon tomber sur le sol. Puis, un léger sourire naquit sur ses lèvres abîmées. Il essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un souffle. Margot s'approcha doucement et dit « Bonjour ». Il cligna des yeux, puis murmura avec difficulté « Tu es un ange ?» Margot secoua doucement la tête, confuse mais touchée. « Non, je suis Margot. Je vis à l'orphelinat, là-haut. » Il ferma les yeux un instant, comme pour graver ces mots. Lorsqu'il les rouvrit, il semblait plus lucide. « Qui m'a trouvé ?» demanda-t-il. Geneviève s'approcha, répondit calmement. « 2 enfants. Léo et Margot, près du fleuve. Vous étiez mal en point. » Il inspira longuement. « J'étais en train de chercher... » Il ne termina pas sa phrase. Son regard se perdit un instant vers la fenêtre, là où les arbres frémissaient doucement. Margot, émue, s'assit près du lit. Elle observa les traits fatigués de cet homme qui semblait porter en lui une histoire plus grande que lui-même. Il répéta, plus clairement, « Je m'appelle Mathieu. » C'était la première fois qu'il disait son nom. Il le prononça comme on déterre une vérité enfouie. Margot le regardait avec une attention rare, presque solennelle. Geneviève nota le nom, le son résonnant en elle, avec un étrange écho. Mathieu. Ce nom ne lui était pas totalement étranger, sans qu'elle puisse encore dire pourquoi. Dans les jours qui suivirent, Mathieu reprit lentement des forces. Il parlait peu, mais ses mots étaient choisis avec soin. Il écoutait les enfants qui lui rendèrent visite, souvent accompagnés par Geneviève ou le docteur Morel. Il posait des questions simples sur la maison, sur les enfants, sur la région. Il semblait avide de comprendre où il se trouvait, comme s'il cherchait à raccrocher les morceaux d'un passé éclaté. Un matin, alors qu'il observait les dessins que Margot lui avait apportés, des arbres, des maisons, un fleuve, ses yeux s'embuèrent. Il porta la main à sa poitrine et dit d'une voix plus ferme qu'auparavant, « Je n'ai jamais arrêté de chercher. » Geneviève, assise en retrait, sentit son cœur se serrer. Cette phrase, prononcée avec tant de sincérité, venait du même endroit que les mots du billet retrouvé. « Je dois les retrouver. » Tout prenait forme lentement, douloureusement. Margot, sans savoir pourquoi, posa sa main sur celle de Mathieu. Il la serra faiblement. À cet instant, elle ne vit pas un étranger, ni un homme blessé, mais quelqu'un qui avait été brisé par la perte, comme tant d'enfants dans leur maison. Quelqu'un qui connaissait la déchirure du vide, le silence d'une chambre où l'on attend quelqu'un qui ne revient pas. Le soir, à l'orphelinat, Margot raconta à Léo les premiers mots de Mathieu. Léo écouta sans interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux, le regard perdu dans le feu de la cheminée. Puis il dit, presque à contre-cœur, « Peut-être qu'il dit la vérité alors. » Margot hocha la tête. « Je le sens. » Et dans la chambre de Saint-André, alors que la nuit tombait lentement sur la campagne, Mathieu, les yeux fixés au plafond, murmura encore une fois ces mots qu'il avait déjà répétés dans ses rêves. « Je dois les retrouver. » Mais cette fois, il n'était plus seul. Une main d'enfant avait saisi la sienne.
Une lumière s'était rallumée dans l'ombre de sa mémoire. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir ne lui faisait plus peur. Il fallut encore quelques jours avant que Mathieu puisse se tenir assis seul, appuyé sur un oreiller, les jambes faibles, mais l'esprit de plus en plus éveillé. Chaque matin, Geneviève apportait du pain grillé et du bouillon. Il remerciait d'un hochement de tête, toujours peu bavard, comme si les mots restaient coincés dans une partie de sa mémoire qu'il n'osait pas encore ouvrir. Pourtant, on sentait en lui une présence plus nette, une volonté de reprendre le fil. Les enfants continuaient de passer, à tour de rôle, lui apportant des dessins, des fruits cueillis derrière la maison, des objets sans grande valeur, mais porteurs de sens pour eux. Mathieu les accueillait tous avec le même sourire discret, mais ses yeux restaient chargés de quelque chose d'indescriptible, une fatigue ancienne, un chagrin que ni le sommeil ni le silence ne suffisaient à apaiser. Un matin d'orage, alors que le tonnerre roulait sur les collines, Geneviève se décida à laver les effets que portait Mathieu lors de son arrivée. Jusqu'alors, ils étaient restés enfermés dans un sac, empilés dans un coin de la buanderie, à moitié oubliés, tant leur état était misérable. Le manteau en particulier, un vieux modèle de laine sombre, était raide de boue séchée et sentait encore l'humidité du fleuve. Elle le secoua au-dessus d'une bassine, découvrant de petits débris, feuilles, brins d'herbe, un bouton manquant. En fouillant les poches, ses doigts rencontrèrent quelque chose de plat et rigide, protégé dans une fine enveloppe plastique jaunie. Elle la retira avec précaution, l'essuya lentement et découvrit ce qu'elle n'attendait pas. Une photographie. Elle la tint quelques secondes sans bouger. C'était une image ancienne, noir et blanc, légèrement gondolée par l'humidité. On y voyait 2 enfants, un garçon et une fille, peut-être âgés de 3 ou 4 ans, assis sur les genoux d'une femme souriante, aux cheveux relevés en chignon. Ils étaient devant une petite maison, peut-être une ferme. Les visages étaient nets, bien cadrés. La femme souriait largement, les enfants semblaient heureux, en confiance. Geneviève sentit une bouffée d'émotion la traverser sans comprendre pourquoi. Elle resta un instant à contempler la scène, comme si elle voulait lire au-delà de l'image. L'après-midi, quand elle apporta à Mathieu son plateau, elle décida d'aborder le sujet. Il mangeait lentement, ses mains encore tremblantes. Lorsqu'il eut terminé, elle s'assit sur le rebord du lit et sortit la photographie de sa poche. Elle la posa doucement devant lui, sans un mot. Il la regarda d'abord sans réagir, comme s'il ne reconnaissait pas ce qu'il voyait. Puis, soudain, son visage changea. Ses yeux s'élargirent. Sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Il prit la photo d'une main incertaine, la porta près de son visage, la caressa du bout des doigts, comme pour vérifier qu'elle était réelle. Et puis il parla, d'une voix brisée mais claire. « Ils sont mes enfants. » Geneviève sentit sa gorge se nouer. Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Elle attendit simplement, silencieuse, pendant qu'il tenait la photographie contre lui, les yeux humides. Après quelques minutes, il reprit plus doucement. « Camille et Théo. » Il désigna la fillette, puis le garçon. Et elle, il pointa la femme. « C'est Clara, leur mère. » Il s'interrompit, visiblement bouleversé. Geneviève voulut poser une main sur son bras, mais il secoua légèrement la tête comme s'il avait besoin d'aller au bout. « C'est la seule photo qu'il me reste. » Il garda l'image sur ses genoux, ses doigts crispés dessus. Geneviève, touchée par la force silencieuse de ce moment, choisit de ne pas le presser. Mais cette révélation soulevait d'autres questions. Qui étaient ces enfants? Où étaient-ils aujourd'hui? Et pourquoi Mathieu, s'il s'agissait bien de ses enfants, était-il seul, brisé, à demi mort sur une rive, des années après avoir perdu leurs traces? Geneviève, bien qu'habituée au drame, sentait que cette histoire dépassait tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Le soir venu, elle réunit Anaïs, Léo, Margot et Baptiste pour leur parler de la photographie. Elle leur montra l'image, qu'elle avait prise en photo pour éviter de l'abîmer davantage. Les enfants l'observèrent longuement, chacun avec sa propre émotion. Margot en particulier resta figée. Elle avait l'impression étrange que les visages ne lui étaient pas totalement étrangers. Non pas qu'elle les eût vus réellement, mais ils évoquaient en elle un sentiment de familiarité, une vibration intime. Léo, en revanche, resta sur la défensive. Il regarda la photo puis leva les yeux vers Geneviève. Et si c'était pas ses enfants? Et si c'était une histoire qu'il s'invente? Mais même en posant la question, sa voix manquait de conviction. Il voyait bien la détresse de Mathieu. Il avait entendu sa voix se briser. Quelqu'un qui mentait aurait su rester plus calme, plus distant.
Pourtant, il ne voulait pas se laisser entraîner trop vite dans l'émotion. Il connaissait les blessures que les illusions pouvaient infliger. Margot prit alors la parole d'une voix posée. « On ne pleure pas comme ça pour une photo si ce n'est pas vrai. On ne serre pas une image comme on serre un trésor sans y croire profondément. » Les mots flottèrent un instant dans la pièce, comme une sentence douce mais irrévocable. Geneviève les approuva d'un simple regard. Il était temps, maintenant, de creuser plus loin. L'image était une clé. Restait à découvrir à quelle porte elle menait. Et au fond d'elle, Geneviève sentait que cette porte n'était peut-être pas si loin. Le lendemain, la pluie tambourinait doucement sur les vitres du cabinet médical. Le ciel était d'un gris uniforme, bas et lourd, enveloppant la campagne d'un silence presque religieux. Mathieu, installé dans un fauteuil près de la fenêtre, observait les gouttes tracer leur chemin sur la vitre embuée. Depuis la veille, il tenait la photographie comme un talisman, la serrant parfois contre sa poitrine, la contemplant longuement à d'autres moments, comme s'il cherchait à se souvenir de chaque détail, de chaque ombre. Il avait peu parlé depuis qu'il avait révélé les noms de ses enfants, mais son regard avait changé, moins perdu, moins fuyant. Ce jour-là, Geneviève sentit que le moment était venu. Elle s'approcha de lui en silence, s'assit dans le fauteuil voisin et attendit. Pas de questions, pas de pression, juste une présence. Après de longues minutes, Mathieu brisa enfin le silence. Sa voix, d'abord hésitante, trouva peu à peu un rythme, une clarté nouvelle, comme s'il avait besoin de dire ces mots depuis des années. J'étais conducteur de poids lourd. On vivait dans une petite maison près de Limoges. Clara ne travaillait pas. Elle s'occupait des enfants. Camille avait 3 ans, Théo en avait 5. C'étaient des enfants pleins de vie. Clara avait ce don. Elle savait comment les calmer, comment les faire rire, même quand j'étais au bout du rouleau après les longues routes. Il fit une pause, les yeux fixés sur la pluie. Geneviève restait immobile, le souffle suspendu. Un soir, je suis rentré tard d'un trajet vers Bordeaux. Il pleuvait fort, comme aujourd'hui. J'étais épuisé. Clara n'avait pas répondu à mes messages. Quand je suis arrivé, j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. La lumière était allumée, la porte entr'ouverte. Je suis entré et elle était là sur le sol de la cuisine. Une chute. Elle avait glissé en montant sur une chaise pour attraper un bocal. La tête, sa voix se brisa. Il ferma les yeux et pendant un long moment, on n'entendit que le vent contre les volets. Les enfants étaient là, ils avaient vu. Ils pleuraient. J'ai appelé les secours. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il était trop tard. Il reprit son souffle puis poursuivit, d'une voix plus sèche, plus amère. À partir de là, tout s'est effondré. Les services sociaux sont venus, ils m'ont interrogé. Un voisin a dit qu'il m'avait entendu crier après Clara, quelques jours avant. Une assistante sociale a noté que la maison était en désordre. Un juge a décrété que je n'étais pas en état de m'occuper des enfants. Et juste comme ça, on me les a pris. Geneviève sentit son ventre se nouer. Elle avait entendu des histoires similaires, mais jamais racontées avec une telle densité de douleur. On m'a dit qu'ils seraient placés temporairement, que je pourrais les revoir. Mais les mois ont passé. Les visites ont été annulées. Puis, un jour, une lettre est arrivée. Ils avaient été confiés à une autre famille, une adoption, définitive. Je n'ai jamais eu le droit de les revoir. Il montra la photo. Ça, c'est tout ce qu'il me restait. Je l'avais gardé dans mon portefeuille. Il se tut un instant, comme écrasé par le poids de ses propres mots. Puis, plus doucement, presque dans un souffle, je les ai cherchés, partout. J'ai passé des années à frapper aux portes, à lire des dossiers, à interroger des anciens travailleurs sociaux. J'ai suivi des pistes dans tout le pays. On me disait que le dossier était clos, que je devais tourner la page. Mais comment tourner la page quand votre cœur est resté dans un autre chapitre? Geneviève sentit ses yeux se mouiller, mais elle les essuya discrètement. Mathieu reprenait peu à peu le contrôle de sa voix, comme porté par une nécessité intérieure. Il y a 6 mois, j'ai rencontré un ancien fonctionnaire à Clermont-Ferrand. Il m'a dit avoir reconnu les prénoms, Camille et Théo, une fratrie adoptée ensemble dans une commune de l'Auvergne. Il n'a pas voulu m'en dire plus, mais ça m'a suffi. J'ai pris mes affaires et je suis parti. J'ai marché, j'ai dormi dehors, j'ai frappé aux portes. Puis un soir, en passant près du fleuve, j'ai vu un bâtiment. Je croyais reconnaître quelque chose. Et c'est là que j'ai été attaqué. 2 hommes. Ils m'ont volé ce que j'avais, mon portefeuille, mes papiers. Je me suis défendu, mais j'ai perdu connaissance. Il se tourna vers Geneviève.
Quand je me suis réveillé ici, je croyais être mort, mais votre regard m'a retenu. Et les enfants, leurs sourires m'ont ramené à la surface. » Geneviève, incapable de répondre immédiatement, lui serra doucement la main. Elle savait maintenant. Ce n'était pas un homme dangereux, c'était un père brisé, un homme en exil dans son propre pays, dans sa propre vie. Le lendemain, elle retourna à l'orphelinat avec la ferme intention de vérifier les archives. Elle demanda à Anaïs de rassembler tous les anciens dossiers, ceux des enfants partis, ceux qui avaient été adoptés. Elle les passa un par un, lentement, avec une attention méticuleuse. Et soudain, elle trouva ce qu'elle cherchait. 2 dossiers, vieux de 7 ans. Camille et Théo, frères et sœurs, placés à la maison des sources pendant quelques mois, puis adoptés ensemble par une famille du coin. Nom du père biologique, Mathieu Dervaux. Son cœur s'arrêta une seconde. Tout concordait. Elle referma les dossiers avec précaution, le regard perdu dans le vide. Elle savait maintenant que l'histoire de Mathieu n'était pas un récit de douleur parmi d'autres. C'était une vérité enterrée, une injustice silencieuse, une errance qui touchait à sa fin. Et dans son esprit, une certitude grandissait. Il fallait faire quelque chose. Ses enfants vivaient tout près. Leur vie avait pris un autre chemin, mais le passé n'était pas mort. Il respirait encore dans le regard d'un homme, dans les traits d'un frère et d'une sœur, dans une photographie noire et blanc qu'on avait cru oublier. Le retour de Geneviève à l'orphelinat, ce soir-là, se fit dans un silence rare. Elle portait dans son sac les 2 dossiers qu'elle avait retrouvés, ceux de Camille et Théo, comme on transporte un trésor fragile. Son regard était chargé, son pas plus lourd que d'ordinaire. Les enfants, regroupés autour de la table, avaient senti cette tension avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Ils savaient que quelque chose avait été découvert, une pièce du puzzle jusque-là manquante. Elle s'assit dans le grand fauteuil du salon, les mains posées à plat sur ses genoux, et après un long soupir, elle raconta. Elle parla du nom retrouvé, du lien confirmé entre Mathieu et les 2 enfants, du hasard, ou peut-être du destin, qui avait ramené cet homme à quelques kilomètres de ceux qu'il avait tant cherchés. Les visages des enfants restèrent muets pendant plusieurs secondes. Margot, les mains serrées sur sa robe, ferma les yeux, submergée par une vague d'émotions. Anaïs, les bras croisés, fronça légèrement les sourcils, tentant de comprendre toutes les implications. Mais c'est Léo qui réagit le plus vivement. Il se leva d'un bond, les yeux sombres, la mâchoire contractée. « Et alors ?» dit-il, presque avec colère. « Ça prouve quoi? Que c'est vraiment lui le père? Peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de revenir comme ça, après tout ce temps. » Geneviève tenta de lui répondre calmement, mais Léo ne la laissa pas parler. « Vous croyez que c'est une bonne chose? Vous croyez qu'ils vont vouloir le revoir? Vous croyez qu'ils n'ont pas tourné la page? Et s'il les faisait souffrir encore ?» Sa voix tremblait. Ce n'était plus de la colère, mais une peur profonde, presque viscérale. Geneviève le vit, mais elle le laissa vider ce qu'il avait à dire. Il se mit à marcher de long en large dans la pièce, le regard fuyant, le cœur bousculé. Moi, j'en ai connu des types comme lui, des pères absents, des gars qui disparaissent quand on a besoin d'eux, et après, ils reviennent, pleins de bons sentiments, comme si on pouvait effacer les années. Mais ça ne s'efface pas, ça reste là. Il tapota sa poitrine. Ici. Margot s'était levée aussi. Elle s'approcha de Léo et posa doucement sa main sur son bras. « Ce n'est pas pareil, Léo. Tu l'as entendu parler. Tu as vu son regard. Tu sais qu'il ne ment pas. » Il la regarda un instant, son expression vacillant entre la rage et la douleur. Puis il détourna les yeux. Peut-être qu'il croit ce qu'il dit. Peut-être même qu'il les aime vraiment. Mais l'amour ne suffit pas. Il faut du courage pour rester. Lui, il est parti. Geneviève intervint alors d'une voix plus ferme. Il n'est pas parti, il a été brisé, par un système qui ne lui a laissé aucune chance, par la douleur, par la solitude. Il n'a jamais cessé de les chercher. C'est cela, la vérité. Léo s'effondra sur le canapé, le souffle court. Les autres enfants, silencieux, ne savèrent que dire. La pièce était devenue un théâtre de tensions intimes où chacun projetait ses propres blessures, ses espoirs, ses cicatrices. Margot s'assit à côté de Léo, les mains croisées sur ses genoux. « Moi, je crois qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans connaître toute son histoire. Et lui, il nous l'a donnée, sans rien cacher. » Le lendemain, Léo partit seul dès l'aube. Il longea les champs détrempés, descendit jusqu'au fleuve, là où tout avait commencé. Il resta là longtemps à observer le courant.
Il revoyait le corps inerte, les pansements, la photo en noir et blanc, les mots griffonnés. Quelque chose en lui résistait encore, mais une autre part commençait à céder. Il repensa à ses propres souvenirs, aux jours passés à attendre quelqu'un qui ne revenait jamais, aux nuits passées à se convaincre que l'amour, c'était pour les autres. Quand il rentra, il trouva Margot seule dans la bibliothèque. Elle lisait à voix basse un poème de Prévert. Il s'assit sans rien dire. Elle tourna une page, puis murmura « Tu crois que les souvenirs peuvent guérir ce qu'on n'a jamais eu ?» Léo haussa les épaules. Il répondit après un moment « Peut-être, si on accepte de les regarder en face. » Geneviève, elle, se préparait déjà à aller plus loin. Elle avait pris contact avec la mairie du village voisin. Elle avait trouvé l'adresse de la famille adoptive. Elle savait que le dossier était clos, que légalement, Mathieu n'avait aucun droit. Mais moralement, humainement, quelque chose en elle lui disait qu'il fallait au moins essayer. Elle n'en parla pas encore aux enfants. Elle voulait d'abord sonder les choses, comprendre quelle ouverture existait. Mais elle savait aussi que, quel que soit le chemin, il ne pourrait être emprunté sans douleur, sans prudence, sans courage. Et dans son esprit résonnaient encore les mots de Léo. L'amour ne suffit pas. Peut-être, mais parfois, c'est par l'amour que les chemins les plus improbables s'ouvrent. Le vent soufflait fort ce matin-là, secouant les branches nues des peupliers et faisant battre les volets de la maison des sources avec insistance. Geneviève, debout devant l'ancien classeur métallique de l'orphelinat, sentait ses mains trembler d'une nervosité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Les dossiers empilés sur le bureau sentaient la poussière et l'encre fanée, portèrent les traces d'un temps révolu, mais certains d'entre eux contenaient encore des fragments de vérité silencieuse. Elle savait ce qu'elle cherchait. 2 noms, 2 visages, 2 enfants dont les dossiers, bien que classés, ne s'étaient jamais vraiment effacés de sa mémoire. Camille et Théo, une fratrie arrivée ensemble, enfants discrets, soudés, au regard farouche. Ils n'étaient restés que quelques mois à la maison des sources avant d'être adoptés par une famille de la région. Le souvenir de leur départ avait laissé une empreinte singulière, un mélange de soulagement, de joie et de perte. Geneviève se souvenait encore du jour où ils étaient partis, main dans la main, jetant un dernier regard vers la maison, comme pour y ancrer un souvenir. À l'époque, elle n'avait pas prêté attention au nom du père biologique inscrit sur le formulaire administratif. Mais aujourd'hui, tout changeait. Ses doigts s'arrêtèrent soudain sur une chemise cartonnée, étiquetée au stylo bleu. Camille Dervaux, Théo Dervaux. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, 2 fiches détaillées, des photos d'identité, des rapports sociaux. Et là, sur la ligne « Nom du parent biologique », elle lut en lettres capitales « Mathieu Dervaux ». Son cœur s'arrêta une seconde. Elle relut le nom, puis encore une fois comme pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Mais non, tout concordait. C'était lui, l'homme blessé, l'étranger au bord du fleuve, celui dont les mots avaient d'abord été des murmures. C'était leur père. Elle referma le dossier lentement puis le garda contre elle un moment. Elle sentit une émotion étrange la traverser, mêlée de colère contre le système, d'empathie pour cet homme et d'un profond sentiment d'injustice. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas inventé cette histoire. Il avait cherché inlassablement les 2 êtres qu'on lui avait arrachés. Et aujourd'hui, ils étaient là, tout près, à seulement 2 villages. Elle savait où les trouver. Le dossier mentionnait le nom de la famille adoptive, leur adresse, la date de l'adoption. Les enfants avaient été renommés, mais leur lien de sang demeurait intact, inscrit dans ces lignes administratives que personne n'avait rouvert depuis des années. Geneviève quitta son bureau d'un pas décidé. Elle traversa le jardin, le cœur battant, et retrouva Léo et Margot assis sous l'auvent, les yeux levés vers le ciel gris. Sans un mot, elle tendit le dossier à Léo. Il le prit à 2 mains, surpris par le poids qu'il semblait contenir. Il lut le nom, puis leva les yeux vers Geneviève. « Alors c'est vrai », souffla-t-il. Margot se pencha aussi, lut par-dessus son épaule. Elle porta une main à sa bouche. Un silence solennel les enveloppa tous les 3, chargé de cette certitude qui transforme les regards. L'après-midi, Geneviève se rendit seule au village voisin. Elle gara sa voiture devant une maison blanche aux volets verts, entourée d'un jardin soigneusement entretenu. Elle hésita un instant, puis frappa à la porte. Une femme d'une 40aine d'années ouvrit. Elle portait un tablier de cuisine et des lunettes à monture fine. Son visage exprimait la prudence de ceux qui ont appris à se méfier des imprévus. Geneviève se présenta
expliqua calmement qu'elle venait de la maison des sources, qu'elle souhaitait parler de Camille et Théo, et que ce qu'elle avait à dire nécessitait une attention particulière. La femme pâlit légèrement, fit entrer Geneviève dans un salon sobre et bien rangé. Elle appela son mari. Un homme aux traits sévères, mais à l'allure posée, la rejoignit. Geneviève prit une profonde inspiration, puis raconta. Elle parla de l'homme trouvé au bord du fleuve, de ses blessures, de son amnésie temporaire, puis de sa mémoire qui revenait par bribes. Elle évoqua le billet retrouvé, la photographie, les noms prononcés, l'histoire racontée, les dossiers vérifiés. Elle nommait rien, ni les années d'errance, ni les démarches désespérées, ni l'attaque qui l'avait laissé presque mort. Le couple resta silencieux longtemps. Puis l'homme demanda d'une voix calme « Que voulez-vous de nous ?» Geneviève répondit « Rien si ce n'est de vous informer. Il ne réclame rien. Il veut seulement savoir s'ils vont bien. Il ne cherche pas à les reprendre. Il veut les voir, une fois. Peut-être, leur parler, leur dire qu'il les aime toujours. » La femme détourna les yeux. On entendait au loin une porte claquer, des rires d'adolescents. Geneviève comprit qu'ils étaient là, Camille et Théo. Peut-être sous d'autres prénoms, mais toujours les mêmes. Les enfants qu'un père cherchait depuis des années. Le silence s'épaissit encore. Le père adoptif finit par dire « Ils savent qu'ils ont été adoptés. On ne leur a jamais caché. » Mais ce genre de choses peut les ébranler. Geneviève acquiesça. « Je comprends. C'est pourquoi je ne leur parlerai pas. C'est à vous de décider. Mais maintenant, vous savez ?» Elle quitta la maison sans insister davantage. De retour à l'orphelinat, elle retrouva Mathieu assis dans le jardin entouré de quelques enfants. Il écoutait Margot lire un conte à voix haute. Léo, un peu à l'écart, observait la scène sans hostilité. Geneviève s'approcha de Mathieu. Elle s'accroupit à sa hauteur et lui dit simplement « Je les ai trouvés ». Il tourna vers elle un regard incrédule. Elle hocha la tête. « Ils vont bien ». Il ferma les yeux, posa une main sur son cœur, comme pour contenir le flot d'émotions. Il ne demanda pas à les voir. Pas encore. Il se contenta de dire « Merci ». Et dans ce mot, Geneviève entendit toute une vie de silence brisé. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde et permanente, une attente dont personne ne parlait à voix haute, mais que chacun ressentait dans chaque geste, dans chaque silence prolongé. À la maison des sources, les enfants faisèrent de leur mieux pour maintenir une routine normale. Mais même les plus jeunes percevaient que quelque chose d'important était suspendu au-dessus de leur tête, prêt à basculer. Geneviève, de son côté, restait vigilante. Elle savait que la balle était désormais dans le camp de la famille adoptive. Elle n'avait pas relancé le couple après leur première conversation. Elle avait senti que forcer les choses ne ferait que les faire reculer davantage. Mais au fond d'elle, elle espérait qu'ils comprendraient, que la douleur de Mathieu, même silencieuse, même retenue, finirait par franchir la barrière de la peur. Un matin, alors qu'elle préparait des tartines dans la cuisine, Margot entra discrètement. Elle tenait un cahier entre les mains. Elle l'ouvrit à une page remplie d'écritures appliquées et dit « On a écrit une lettre, moi et Léo, pour eux, pas pour les adultes, pour Camille et Théo. » Geneviève posa lentement le couteau qu'elle tenait et prit le cahier. Elle lut la lettre rédigée à 4 mains, une page simple et émouvante où les enfants racontaient leur rencontre avec Mathieu, sa tristesse, son silence, son espoir. Pas de supplication, pas de drame, juste une vérité sincère, livrée avec les mots d'enfants qui comprennent sans juger. « Et si on l'envoyait » demanda Margot, presque timidement. Geneviève réfléchit. Elle savait que ce geste, s'il était mal reçu, pouvait compliquer les choses. Mais elle savait aussi que parfois, les mots d'enfants traversaient les murailles là où les discours des adultes échouaient. Elle acquiesça doucement. « Très bien, nous la posterons aujourd'hui. » Léo, de son côté, avait passé la soirée précédente à préparer une série de dessins. Il ne savait pas écrire ce qu'il ressentait. Alors il avait dessiné Mathieu assis près du fleuve, les enfants autour de lui, la photo noir et blanc tenue comme un trésor. Des scènes simples, touchantes, pleines d'une vérité qui ne demandait rien, mais révélait tout. Il ajouta ses dessins à la lettre. Geneviève envoya le tout avec une copie discrète à la famille adoptive. Elle n'en parla pas à Mathieu, de peur de créer un espoir trop grand, trop fragile. Elle se contenta d'observer, d'écouter, de rester disponible. Mathieu continuait d'aider dans le jardin,
de parler un peu plus chaque jour avec les enfants, mais sans jamais poser de questions sur ses enfants à lui. Il respectait leur silence, peut-être par pudeur, peut-être par peur. L'attente était son seul langage. Une semaine passa, puis 2. Le ciel d'automne se faisait plus sombre, plus froid. Les arbres perdèrent leurs feuilles. Le vent portait avec lui des parfums de bois humides, de terre retournée. Et puis, un matin, alors que Geneviève rangeait des bocaux dans la réserve, Anaïs arriva en courant. Il y a une voiture devant le portail, un couple et 2 adolescents. Geneviève sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle sortit, essuya ses mains sur son tablier et marcha d'un pas mesuré vers l'entrée. La voiture grise garée là semblait familière. Le couple était celui qu'elle avait rencontré, et les 2 adolescents, debout à côté, fixèrent la bâtisse avec une intensité palpable. Ils avaient grandi, bien sûr, mais dans leur visage subsistait l'écho des photos d'archives, les mêmes yeux, la même manière de tenir leurs épaules, la même lueur d'incertitude. La mère adoptive s'avança. Elle semblait fatiguée, mais son regard était franc. Ils ont reçu la lettre et les dessins. Ils veulent le voir. Geneviève ne posa pas de questions. Elle se tourna vers la maison, fit signe à Anaïs. En silence, elle alla prévenir Mathieu. Elle le trouva près du cabanon, une pelle à la main, occupé à retourner la terre pour l'hiver. Elle s'approcha lentement. « Il y a des visiteurs. Ils viennent pour toi. » Il la regarda sans comprendre. Elle répéta doucement. « Ce sont eux. » Le visage de Mathieu perdit toute couleur. Il posa la pelle, essuya ses mains machinalement sur son pantalon, incapable de dire un mot. Geneviève l'accompagna jusqu'à l'entrée. Les adolescents attendaient, immobiles. Camille, grande, fine, les cheveux relevés en tresses. Théo, un peu plus petit, le regard plus dur, mais les bras croisés de façon défensive. Il se faisait face, sans un mot. Mathieu s'arrêta à quelques mètres. Il n'avança pas. Il ne cria pas leur nom. Il resta là, les mains tremblantes, le souffle court. « Je ne savais pas si vous étiez encore là. » Sa voix était rauque, à peine audible. « Je ne veux rien vous prendre. Je voulais juste savoir que vous êtes vivant, que vous allez bien. » Camille fit un pas en avant. Elle sortit quelque chose de sa poche. Une copie de la photo, pliée, froissée. On l'a gardée. On ne savait pas pourquoi. Théo, resté en arrière, observa son père. Puis, après un long moment, il demanda « C'est vrai ce que la lettre disait? Que tu nous as cherché tout ce temps ?» Mathieu hocha la tête, les larmes aux yeux. Chaque jour, un silence s'abattit, puis Camille s'approcha encore. Elle tendit la main doucement. Mathieu hésita, puis la saisit. Théo resta en retrait, les yeux humides, mais ne s'éloigna pas. Il n'y eut pas de cri, pas d'effusion. Juste ce moment suspendu, fragile, essentiel. Une reconnexion timide, un pont jeté au-dessus des années perdues. La famille adoptive observa en silence, respectueuse. Geneviève, les bras croisés, sentit une chaleur étrange l'envahir. Une rencontre impossible venait d'avoir lieu. Non pas dans le bruit, mais dans le souffle discret d'une vérité retrouvée. Après la rencontre, un calme étrange s'installa sur le domaine. Ce n'était pas un silence pesant, mais une sorte de suspension, comme si le monde retenait son souffle. Les enfants, qui avaient observé de loin l'arrivée de Camille et Théo, avaient senti qu'un événement d'une grande portée venait de se produire. Même les plus jeunes, sans comprendre les détails, pressentaient la gravité de ce moment. Léo et Margot restèrent longtemps assis sur le muret derrière la maison, à observer le ciel qui se couvrait lentement de nuages d'automne. Aucun mot ne semblait suffisant pour traduire ce qu'ils ressentaient. Mathieu, lui, ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le salon, les yeux fixés sur la photographie posée sur la table, la même qu'il avait serrée si fort pendant des jours. Mais maintenant, cette image portait une autre signification. Elle n'était plus le symbole d'un passé inaccessible, mais la preuve d'un lien ténu qui avait survécu au temps, aux absences, au silence. La main de Camille dans la sienne avait allumé une lumière qu'il croyait définitivement éteinte. Le lendemain, alors que la brume enveloppait encore les arbres du jardin, la voiture grise revint. Cette fois, seuls Camille et Théo en descendirent. Ils portèrent des sacs à dos, comme s'ils venaient pour un long après-midi ou peut-être un court voyage intérieur. Geneviève les accueillit avec un sourire discret. Elle leur proposa du thé, mais ils demandèrent à voir Mathieu directement. Elle hocha la tête et les conduisit jusqu'au petit salon. Mathieu était là, déjà réveillé, les mains jointes sur ses genoux. Il se leva à leur entrée
hésita un instant, puis s'approcha lentement. Camille parla la première. On voulait revenir. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Mathieu baissa les yeux, cherchant les mots. Je ne veux pas me justifier. J'ai fait ce que j'ai pu. Peut-être pas assez, mais je ne vous ai jamais oublié. Théo, les bras croisés, restait en retrait. Mais ses yeux trahissaient une lutte intérieure. Il demanda d'un ton plus dur « Pourquoi tu n'as pas frappé à notre porte plus tôt ?» Mathieu répondit sans hésiter « Je ne savais pas où vous étiez. On m'a enlevé vos noms, vos visages, vos adresses. Il ne me restait que cette photo et un trou dans le cœur. » Un silence s'installa. Camille sortit un carnet de son sac. Elle l'ouvrit, le tendit à Mathieu. À l'intérieur, des lettres jamais envoyées. Des questions, des doutes, des rêves qu'elle avait couchés sur le papier au fil des ans. Je ne pensais pas qu'un jour je te les montrerais, mais je crois qu'il est temps. Mathieu les prit avec précaution, comme si elles pouvaient se briser. Il feuilleta les pages, les doigts tremblants. L'émotion lui nouait la gorge. Il lut quelques lignes, puis referma doucement le carnet. « Merci », murmura-t-il, la voix fêlée. Geneviève les laissa seuls. Dehors, Margot et Léo observèrent la scène par la fenêtre entr'ouverte. Margot souriait, les mains croisées sur le rebord. Léo restait pensif. « Tu crois qu'ils vont vraiment se revoir ?» demanda-t-il. « Ils sont déjà là. Ils ont franchi la porte. C'est le premier pas qui compte. » Léo haussa les épaules. Il n'était pas encore prêt à croire totalement, mais quelque chose en lui s'adoucissait peu à peu. Dans l'après-midi, Camille proposa de faire un tour du domaine. Mathieu les accompagna. Il leur montra le potager, les arbres qu'il avait plantés avec les enfants, le vieux puits qu'il avait remis en état. Il leur parlait sans chercher à plaire, sans filtre. Il racontait des choses simples, des gestes du quotidien. Et dans cette simplicité, une forme de tendresse émergeait. Ils passèrent près du fleuve, là où tout avait commencé. Camille s'arrêta, regarda l'eau. « C'est là qu'ils t'ont trouvé ?» Mathieu acquiesça. « Je ne me souviens pas du moment exact. Juste d'une sensation de froid, d'abandon, et ensuite une voix d'enfant. » Camille sourit. C'était peut-être Margot. Elle a une voix qui réveille les âmes. Théo, resté silencieux jusque-là, prit la parole à son tour. « Je me souviens d'un rêve quand j'étais petit. Un homme qui m'appelait. Je pensais que c'était inventé, peut-être que c'était toi. » Mathieu ne répondit pas. Il posa une main sur l'épaule de son fils, sans insister. Un simple geste, plein de retenue et de respect. Quand ils revinrent à la maison, Geneviève les attendait avec un goûter. Les adolescents s'assirent, comme s'ils avaient toujours appartenu à ce lieu. Les autres enfants, d'abord timides, vinrent peu à peu à leur rencontre. Anaïs engagea la conversation. Baptiste proposa une partie de cartes. Le contact se fit naturellement, sans forcer, comme si les ponts invisibles qui relient les êtres avaient commencé à se tendre d'eux-mêmes. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait, Camille dit à Mathieu « On ne sait pas encore ce qu'on veut, mais on veut te revoir. » Théo ajouta « On ne te promet rien, mais on est là. » Mathieu ne demanda rien de plus. Il les regarda s'éloigner, les silhouettes se fondant dans la lumière dorée du jour finissant. Il resta debout longtemps, seul au bord du jardin, les mains dans les poches, un sourire discret sur les lèvres. Ce soir-là, il dormit profondément pour la première fois depuis longtemps. Dans ses rêves, il ne courait plus après des visages perdus. Il voyait deux jeunes gens marcher vers lui, sans peur, sans rancune. Et dans cette marche lente, il reconnaissait enfin les pas d'une compréhension retrouvée. L'automne avançait, couvrant les sentiers de feuilles ocre et brunes, déposant sur les toits un manteau silencieux de fraîcheur et de nostalgie. À la maison des sources, les jours reprenaient leur rythme, ponctués par les repas partagés, les devoirs du soir et les histoires chuchotées à la tombée de la nuit. Mais quelque chose avait changé. Une chaleur nouvelle, imperceptible mais bien réelle, habitait les murs, les gestes, les regards. Depuis la visite de Camille et Théo, Mathieu semblait avoir recouvré une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Il ne parlait pas souvent de cette rencontre, mais son comportement trahissait la paix retrouvée. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour préparer le jardin, tailler les haies, réparer les outils rouillés. Il n'avait pas demandé à rester à l'orphelinat. Il n'avait pas sollicité d'aide. C'est Geneviève qui, après l'avoir observé pendant plusieurs jours, lui avait proposé un poste de jardinier et d'homme à tout faire. « Si tu veux, tu peux rester ici. Il y a du travail.
et surtout des enfants. Il avait simplement hoché la tête, les yeux humides. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus un passant. Il appartenait à un lieu, à un quotidien, à une histoire. Les enfants, eux, avaient adopté Mathieu avec une rapidité qui surprit même Geneviève. Ils l'appelaient parfois « Monsieur Mathieu », parfois juste « Matt », parfois même « Tonton » pour les plus petits. Il les écoutait, les guidait dans leurs jeux, leur apprenait à planter des radis, à reconnaître les oiseaux, à réparer une serrure. Il n'était pas un éducateur, encore moins une figure d'autorité stricte, mais il possédait cette patience singulière de ceux qui ont traversé l'orage et savent que la vie ne tient qu'à un fil. Margot passait souvent du temps avec lui. Elle écrivait ses poèmes dans le potager pendant qu'il bêchait la terre. Parfois, elle lisait à voix haute, et Mathieu, sans s'arrêter, l'écoutait, le regard perdu dans l'horizon. Léo aussi s'était rapproché, mais d'une autre manière. Il lui posait des questions, parfois abruptes, souvent profondes. Il testait ses limites, cherchait à comprendre s'il était fiable. Et peu à peu, une complicité silencieuse s'était installée entre eux. Léo ne disait pas qu'il lui faisait confiance, mais il ne disait plus non plus qu'il doutait. Un jour, en nettoyant le hangar, Mathieu trouva un vieux cerf-volant en toile, déchiré, abandonné depuis des années. Il le répara avec soin, remplaçant les baguettes cassées, recousant les bords. Puis, un après-midi de vent, il proposa aux enfants de l'essayer dans le champ derrière la maison. Ils coururent avec lui, les rires éclatant dans l'air frais, les cris de joie montant vers le ciel. Le cerf-volant s'éleva, tangua un instant, puis prit son envol, traçant des courbes au-dessus des collines. C'était un moment simple, mais il resta gravé dans les mémoires. Camille et Théo revinrent plusieurs fois. Au début, c'étaient des visites brèves, encadrées, prudentes. Puis au fil des semaines, ils commencèrent à venir seuls, parfois avec des gâteaux, parfois juste pour s'asseoir avec Mathieu sous le grand chêne au fond du jardin. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Parfois, ils restaient là sans dire un mot, regardant les feuilles tomber. Mais ces silences étaient pleins, habités, nécessaires. Un jour, Camille apporta un vieil album de photos. Elle le tendit à Mathieu. « Maman adoptive a gardé tout ce qu'on avait. Je voulais te montrer. » Il le feuilleta lentement, découvrant des sourires, des anniversaires, des étés à la plage. Et il sentit, pour la première fois, que ses enfants n'avaient pas seulement survécu, ils avaient vécu. Et ça, c'était tout ce qu'ils pouvaient espérer. Théo fut le plus lent à s'ouvrir. Il avait gardé une certaine distance, une prudence mêlée de colère ancienne. Mais un soir, alors qu'ils rentraient ensemble d'une promenade autour du lac, il dit simplement « T'as raté des trucs, mais t'es là maintenant, et c'est mieux que rien. » Mathieu ne répondit pas. Il posa juste une main sur l'épaule de son fils, et ce geste suffit. Geneviève observait tout cela avec une émotion contenue. Elle n'avait jamais cherché à remplacer les familles et des enfants. Elle avait toujours su que les liens du sang, même brisés, laissèrent des traces profondes. Mais ce qu'elle voyait ici dépassait toutes ses attentes. Mathieu n'avait pas seulement retrouvé ses enfants. Il avait trouvé un lieu, une fonction, un rôle. Il était devenu un pilier discret de la Maison des Sources. Les enfants lui posaient souvent des questions sur sa jeunesse, sur ses métiers, sur ses rêves. Un jour, Margot lui demanda s'il avait déjà voulu être professeur. Il avait ri doucement. « J'ai jamais eu la patience, mais avec vous, j'apprends. » Et c'était vrai. Il apprenait chaque jour à refaire confiance, à se reconstruire, à être utile sans chercher à tout réparer. Le lien entre lui et les enfants du foyer s'approfondit encore lorsqu'il commença à leur raconter le soir des histoires inventées. Des récits de routes infinies, de camions qui parlaient, de forêts magiques. Il improvisait, brodait, riait avec eux. Et peu à peu, les enfants commencèrent à lui raconter leurs propres histoires, réelles ou imaginées. Un échange naquit, authentique, guérisseur. Et dans ce petit monde, à l'écart du tumulte, quelque chose d'essentiel se tissait. Non pas une réparation complète du passé, mais une trame nouvelle faite d'écoute, de présence, de lenteur. Une famille élargie, choisie, construite jour après jour, dans les gestes simples et les regards silencieux. Mathieu, sans jamais le dire, savait qu'il n'était plus un fugitif. Il n'était plus celui qui cherche. Il était devenu celui qu'on vient trouver. Et dans les rires des enfants, dans la main de sa fille, dans le silence paisible de son fils, il sentait que les liens qu'il avait cru briser à jamais étaient encore là, tissés plus profondément qu'il ne l'aurait jamais cru.
Le premier givre couvrait les champs au petit matin, dessinant sur les vitres des arabesques éphémères, annonçant la fin de l'automne et les premières morsures de l'hiver. À la maison des sources, une transformation lente mais profonde s'était opérée. La maison ne portait plus seulement le poids de souvenirs passés, mais s'ouvrait désormais à un avenir nourri d'espoir. Et dans cette métamorphose, Mathieu avait trouvé sa place, non comme un hôte temporaire, mais comme un membre à part entière de cette communauté d'enfants, de rêves et de silences enfin entendus. Le chantier de rénovation du bâtiment, longtemps reporté faute de fonds, avait été lancé grâce à un mouvement inattendu. La visite de Camille et Théo et l'histoire bouleversante de leur père retrouvé s'étaient répandues dans le village voisin, puis dans d'autres hameaux de la région. Une institutrice, touchée par la lettre que Margot et Léo avaient écrite, en avait lu un extrait lors d'une réunion communale. Les mots simples et sincères des enfants avaient fait leur chemin, et bientôt, des dons commencèrent à arriver. Planches, pots de peinture, outils, mains volontaires. Ce n'était pas un miracle, ni une explosion médiatique, juste des gestes discrets, concrets, offerts par des gens ordinaires. Mathieu, fidèle à lui-même, ne chercha jamais à se mettre en avant. Mais il fut de tous les travaux. Il réparait, mesurait, clouait, guidait les enfants dans les tâches adaptées à leur âge. Margot repeignait les volets avec soin, Léo installait des étagères, Baptiste s'occupait de la remise en état du poulailler. Même Anaïs, pourtant peu attirée par les travaux manuels, s'était mise à coudre des rideaux pour les chambres avec l'aide de Camille. Théo revenait régulièrement. Moins loquace que sa sœur, mais présent, attentif. Il avait développé une habitude nouvelle, prendre des photos. Il capturait les scènes du quotidien, les mains pleines de terre, les rires, les gestes simples. Un jour, il offrit à Mathieu un petit album avec ses clichés. Sur la première page, il avait écrit « Pour ne pas oublier ». Mathieu, les yeux embués, comprit que le pardon ne s'obtenait pas avec des mots, mais avec le temps et la persévérance. Geneviève observait tout cela avec une fierté silencieuse. Elle n'était pas du genre à s'extasier, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose d'exceptionnel s'était produit. Pas parce qu'un homme avait retrouvé ses enfants, mais parce qu'un lieu, marqué par l'absence, s'était transformé en foyer de reconstruction. Elle savait que l'histoire de Mathieu continuerait, avec ses hauts et ses bas, mais désormais, elle faisait partie d'un tout plus vaste, tissé par le courage des enfants et la dignité des gestes discrets. Un jour, alors que la neige menaçait pour la première fois de tomber, une camionnette arriva avec des planches neuves et du mobilier. Les enfants coururent pour aider au déchargement. Léo, désormais plus calme, plus posé, dirigeait l'organisation avec sérieux. Margot, carnet en main, notait les arrivées et aidait à trier le matériel. C'était elle qui avait écrit le discours lu lors de la petite cérémonie prévue pour célébrer la fin des travaux. Un texte simple, émouvant, où elle parlait de la lumière qu'on peut rallumer même dans les endroits oubliés, de la force des rencontres et du courage de ceux qui restent debout malgré les tempêtes. Le jour de l'inauguration, les habitants des villages voisins vinrent nombreux. Le petit champ derrière la maison avait été aménagé en espace de fête, avec des guirlandes de tissus, des bancs rustiques et des boissons chaudes préparées par Geneviève. Mathieu resta en retrait pendant une grande partie de l'après-midi, observant les enfants rire, les invités découvrir les lieux, les regards bienveillants échangés entre les générations. Il ne cherchait pas les remerciements, il n'avait jamais voulu être un héros. Mais il comprenait maintenant qu'on pouvait être utile sans éclat, simplement par sa présence. À la fin de la journée, alors que les dernières lueurs dorées du soleil couchait, s'étiraient sur la vallée, Margot invita tout le monde à suivre Léo et Mathieu jusqu'au bord du fleuve. Là, ils avaient installé un petit banc de bois, fait à la main. Léo prit la parole brièvement. Il raconta comment, des mois plus tôt, tout avait commencé ici. Un homme inconnu, blessé, presque mort. 2 enfants. Une découverte, un billet trempé. Et aujourd'hui un lieu de vie, de paix, de mémoire. Il invita Mathieu à s'asseoir sur le banc, puis lui tendit un petit coffret. À l'intérieur, il y avait un cahier relié de cuir. À chaque page, un enfant avait écrit quelque chose. Des remerciements, des souvenirs, des promesses. Mathieu le feuilleta lentement, chaque mot le touchant comme une onde silencieuse. Puis il regarda l'eau couler, paisiblement, et murmura « C'est ici que je suis revenu à la vie ». Le lendemain matin, la première neige tomba. Elle recouvrit les toits, les arbres,
les pas des enfants dans le jardin. Mais à l'intérieur de la maison des sources, une chaleur douce régnait. Le feu crépitait dans l'âtre, les rires résonnaient dans les couloirs, et dans un coin de la pièce commune, Mathieu réparait une vieille boîte à musique, entourée d'enfants penchés sur lui, curieux de voir ce qu'il allait faire jaillir du silence. Il ne savait pas de quoi demain serait fait. Il n'avait pas de certitude, ni de projet trop précis. Mais il savait une chose, il n'était plus seul, et ça, pour un homme qui avait tout perdu, c'était le plus beau des nouveaux départs. Dans les yeux de ses enfants, dans les gestes confiants de Léo, dans la voix chantonnante de Margot récitant ses poèmes, dans le souffle du vent à travers les collines, Mathieu avait retrouvé ce que la vie lui avait un jour arraché, un foyer, un avenir, et surtout une place parmi les vivants.